Bonjour à tous, je suis Madame Logier. Si vous avez eu enfin, si vous avez accès à cette vidéo, c'est qu'a priori vous avez bien eu les consignes avec un lien qui fonctionne, etc. Donc on part plutôt bien. Avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, je vais dire quand même quelques mots sur les modalités, le principe, sans m'étendre trop non plus, puisque nous allons nous voir et nous aurons donc l'occasion de discuter beaucoup plus en détail. Mais en tout cas, concernant donc ce principe des vidéos, vous verrez que nous l'utiliserons régulièrement, peut-être fréquemment, enfin ça va dépendre de vous, je dirais que c'est plutôt régulièrement que fréquemment. Donc selon le type des notions à acquérir, j'évite de le faire quand ce sont des notions trop difficiles à voir tout seul, hein, bien sûr, mais parfois sur des notions un peu plus abordables ou qui nécessitent plus de temps peut-être que ce qu'on a parfois en cours. Je profite donc de ce biais que nous offre la modernité technologique, tant qu'à faire, pour compléter ce qu'on peut faire en classe. Voilà. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas non plus la modalité habituelle ou en tout cas principale. Voilà, donc l'idée c'est que vous avez un cours qui n'est pas complet, ça vous avez dû vous en rendre compte. Ce sera d'ailleurs le cas en fait, même le reste du temps, ce sera parfois un peu plus complet que là, mais enfin, il y aura souvent des choses à écrire, même en classe, et surtout des parties à ajouter, qu'on prendra en note. Enfin, je vous expliquerai tout ça. En tout cas, donc là, l'idée, c'est que je vais parcourir le cours avec vous, vous l'expliquer comme si nous étions en classe. La seule différence, c'est que vous ne me voyez pas, évidemment, et que malheureusement, vous ne pouvez pas intervenir ni m'arrêter. Mais en revanche, vous avez l'avantage de pouvoir réécouter, de pouvoir passer aussi peut-être les passages qui vous semblent inutiles. Alors attention à l'excès de confiance, mais bon, voilà, ça peut aussi servir à ça pour ceux qui sont les plus zélés peut-être. Voilà, donc du coup, le principe, comme je disais, c'est qu'on va remplir le cours ensemble tout en l'expliquant vraiment comme si c'était en classe, les exemples, les démonstrations, etc. Exactement pareil. Donc ça peut paraître long, attention, hein, mais là aussi, bon, l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de tout écouter d'une traite. Vous pouvez très bien écouter une partie, puis une autre partie, etc. À votre guise, je ne le saurais même pas. Donc c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Voilà, en revanche, quand je donne une vidéo comme ça, que ce soit pour un cours ou pour des exercices, parce que ça arrivera aussi pour des exercices, c'est obligatoire. Voilà, si vraiment c'est facultatif, je vous le dirai, mais quand je précise rien, c'est que c'est obligatoire. Ça fait partie de ce que vous êtes censé faire et censé acquérir dans cette année de prépa qui sera normalement assez riche. Voilà. Donc, du coup, vous avez dû commencer normalement par le 0A qui introduit un certain nombre de choses sur plein de notions en réalité. C'est vraiment qu'une introduction, on saupoudre un petit peu, hein, certaines choses. La plupart seront précisées, approfondies au fur et à mesure de l'année. Donc, voilà, c'est parce qu'on a besoin d'un petit socle supplémentaire par rapport à ce que vous aviez déjà. Bon, déjà des rappels pour consolider. Et vous avez dû le voir, des petites choses quand même qui s'ajoutent. Et là, c'est un petit peu la même idée, mais sur la trigonométrie. Donc là, on cible un peu plus, mais l'idée est la même. C'est-à-dire qu'on va reprendre déjà tout ce qui est censé être dessus. Et par-dessus, on va venir ajouter une petite couche, la première de l'année, justement, parce que la trigonométrie, c'est pas pour rien qu'on le fait là en début d'année, sera assez centrale. Ça revient dans beaucoup de notions, ça accompagne beaucoup de notions, je dirais. Entre autres, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la trigonométrie, mais voilà, j'ai fait des petits choix par rapport à ce qui est assez transversal, disons, sur l'année. Et donc la trigonométrie en fait partie. Donc voilà, on reprend et on approfondit et on va un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que le chapitre s'appelle zéro, hein, c'est parce qu'en fait, il y a des petites nouveautés, mais il y a quand même beaucoup de rappels. Voilà. Et ceux pour qui ça semblerait assez nouveau, je sais qu'il y en a,
c'est par manque peut-être d'approfondissement en terminale ou parce que vous vous souvenez pas. Et bien justement, c'est l'occasion pour bien vous remettre à niveau et rattraper le train en marche sans problème. Voilà. Et bien sûr, vous notez éventuellement des questions si vous en avez. C'est normal d'avoir des questions, il n'y a pas de problème là-dessus. Et quand on se voit, parce que vous avez dû comprendre que sur la partie exercice, il y aura toute une partie qui sera faite en classe. Vous ne faites pas tout chez vous. Enfin, vous faites, mais on va corriger et en détail. Hein, on va en parler en détail, etc. Ce sera l'occasion de revoir le cours aussi, d'en parler. Donc voilà, vous n'hésiterez pas à poser éventuellement des questions, même sur les exemples du cours ou les parties du cours qui vous poseraient problème. Voilà. Après, si c'est vraiment un tout petit détail, vous pouvez aussi venir me voir à la fin de l'heure. Mais comme vous êtes assez nombreux, c'est pas toujours facile. Donc bon, posez votre question, surtout quand vous en avez l'occasion. Euh, voilà. Même si bon, on essaie aussi de ne pas poser des questions à tort et à travers non plus, on essaie de rester dans le thème, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je suis tout à fait pour que vous posiez des questions, notamment quand on est dans ce système-là où bah, finalement vous faites le gros du travail chez vous. Donc automatiquement, il y a peut-être des choses pas comprises. Bon, bref, donc la partie B du chapitre 0, trigonométrie. Alors je ne vais pas tout relire, hein, vous avez déjà un support. Donc moi j'interviens surtout sur les parties que je considère à détailler et les parties où il y a des choses à remplir. Et là c'est quand même la plupart des parties dans ce cours-là. Bon, le plan, bon, rien de particulier, je passe, vous l'avez, il n'y a rien de fou à dire là-dessus. Alors, donc on arrive au grand 1 où on va définir, mais en fait redéfinir, puisque a priori, même tangente, même si ça n'a pas fait l'objet d'études de fonction en lycée, puisque c'est pas au programme de l'étudier vraiment en tant que fonction, a priori, vous savez quand même ce qu'est tangente d'un angle. Donc on redéfinit et surtout on essaie de formaliser les choses, on essaie de partir de définitions maintenant qui soient formelles et parfaitement écrites pour qu'après on n'ait pas de soucis derrière. Voilà, on essaie, vous l'avez vu déjà dans le 0A, de tout aborder avec rigueur parce que en fait on va construire après par-dessus et toujours avec la même rigueur parce que sinon on s'éloignera de la vérité. Donc, le cercle trigonométrique, déjà, rien que ce mot-là a été défini pour le coup en lycée, mais c'est pas forcément clair, en tout cas pas forcément resté dans la mémoire de chacun. Donc, ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, il n'y en a qu'un. C'est donc le fameux cercle sur lequel vous avez travaillé vos angles orientés, donc avec les 2π sur 3, moins π sur 3, moins π sur 6, etc. Qui était donc toujours le cercle de centre O, puisque normalement vous placez un repère dessus pour pouvoir, donc sur votre cercle, hein, je parle, enfin sur votre disque, pour arriver à lire les sinus et les cosinus. Donc on a bien un repère et en tout cas quand il y a un repère, le cercle trigonométrique est toujours centré en haut et de rayon 1. Voilà, donc le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre pardon, O. Alors on va quand même préciser que ce qu'on appelle O c'est l'origine, hein, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0 et de rayon 1. Voilà, donc sur ce cercle trigonométrique, vous avez déjà défini en lycée ce qu'on appelle le radian. Donc justement, c'est une nouvelle mesure d'angle par rapport au degré qui va nous permettre plus de flexibilité, de latitude. Et comment on définit cette mesure-là? On définit la mesure d'un angle en radian comme la longueur de l'arc de cercle intercepté par cet angle. Alors, je vais déjà l'écrire. Donc la longueur de l'arc de cercle intercepté par cet angle. Oui, il arrive que je laisse un peu plus de place parce que enfin, certains écrivent un peu plus gros. Il arrive aussi malheureusement que j'en laisse pas assez. Bon, on essaie de s'adapter au mieux.
Les coordonnées du point A. Ah oui, alors pardon, je voulais quand même expliquer ce que j'avais dit là. Donc justement, ça signifie simplement, là, si on prend la figure qu'on a là j'ai mon angle alpha qui est matérialisé ici. Et donc justement, j'aurai alpha radian si la longueur de l'arc ici, euh, l'arc de cercle donc intercepté par sectangle, c'est bien celui que j'ai fait là en rouge, vaut justement alpha, mesure alpha, cette longueur. Donc la mesure qu'on attribue à l'angle est exactement la longueur de l'arc intercepté par cet angle. Sur le cercle trigonométrique, ça ne marche évidemment pas sur tous les cercles, puisque la mesure ne serait pas la même. Il y a une proportionnalité qu'on va voir juste après, mais c'est quand même pas la même. Voilà. Donc sur le cercle trigonométrique, on peut lire sur les longueurs des arcs les mesures des angles. Ça vous a déjà été dit, mais ça, voilà, c'est peut-être passé au-dessus parce qu'après vous avez fait d'autres choses, donc c'est intéressant de le redire. Les coordonnées du point A, justement, alors ça aussi, ça a dû être défini en lycée, qu'on appelle aussi le point image de alpha sur le cercle, toujours en prenant les notations de la figure qui est ici, bien sûr. Donc ce point A, on dit aussi qu'il correspond à l'angle alpha. Et donc les coordonnées de ce point A, c'est pas n'importe qui, ça va être justement en abscisse le cosinus de alpha. J'ai écrit en rouge, bon bah oui, allez, écrivons en rouge. Et en ordonnée le sinus alpha. Et tangente alpha, et alors ça pour le coup, ça n'a peut-être pas été dit en lycée, donc vous voyez, on commence les petites nouveautés. Tangente alpha, en fait, on le voit aussi quand on trace notre cercle trigonométrique. Simplement, quand on va tracer notre demi-droite OA, ou même notre droite OA, ça ne change rien, et qu'on va tracer l'autre droite ici, j'aurais peut-être dû la faire d'une autre couleur, bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, d'équation x égale 1, on obtient un point d'intersection, et justement, l'ordonnée de ce point d'intersection, donc vous voyez, je pourrais l'avoir ici. L'ordonnée, c'est ce qu'on va appeler la tangente de alpha. C'est pour ça qu'il y a écrit tangente alpha ici. Voilà. Alors, ça n'a rien de très étonnant en réalité. Bon, on va y revenir après, donc je vous laisse là-dessus. Donc tangente alpha se lit aussi sur la figure. Donc justement, qu'est-ce qui nous manque? La tangente alpha est l'ordonnée du point d'intersection de la droite OA avec la droite d'équation x égale a. Je vais reprendre le noir. Avec la droite. On va se mettre comme ça d'ailleurs. Voilà. D'équation x égale 1. Et cette droite d'équation, c'est pas n'importe qui justement. C'est la tangente au cercle en i. Voilà. Bon. Ensuite, bon, ce que je vous ai écrit en dessous, je vous laisse le lire tranquillement. Ce sont des choses a priori que vous avez vues en lycée. Donc je passe là sur la vidéo. Je pense pas qu'il y ait besoin de revenir là-dessus. En dessous, vous voyez que je ne l'ai pas encadré parce que c'est un peu moins central, mais c'est quand même intéressant à observer, surtout qu'on vous l'a peut-être jamais dit, ça. Même si ça se déduit assez bien. Donc, qu'est-ce qui est abordé là? Simplement, ben justement, si on change de cercle, si on n'est pas sur le cercle trigonométrique, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, ben, en réalité, il y a une proportionnalité, puisque vous avez, vous voyez là, j'ai fait donc deux cercles, un cercle de rayon 1, donc celui où il y a le point A ici, c'est le cercle trigonométrique. Voilà. Et on continue, donc on prolonge notre demi-droite OA, on arrive au point T, qui lui donc se trouve sur l'autre cercle qui est de rayon R cette fois. Donc là, tout ça, c'est R. Et en fait, on a une proportionnalité entre les longueurs d'arc. Mais on a une proportionnalité qui s'étend en fait à beaucoup plus de choses. Si je regarde donc le triangle ici, vous voyez bien qu'il y a j'ai une configuration de Thalès, puisque j'ai donc mes deux verticales là, qui sont parallèles. Et donc je me retrouve avec une configuration de Thalès, et en plus je connais le rapport, donc si là je mets le point O, le rapport OT
sur OA, puisque OT vaut R, OA mesure 1, donc R sur 1, donc j'ai un rapport qui vaut R, ce qui veut dire que le rapport entre les deux ordonnées sera de R aussi, et entre les deux abscisses aussi. Voilà, et donc c'est ça qui fait tourner ce qu'on va affirmer là. Donc on se demande, nous, quelles vont être les coordonnées du point T, puisque là c'est plus cos alpha, sinus alpha, puisqu'on n'est plus sur le même cercle, mais il y a une proportionnalité de rapport R. Donc en fait, on va avoir T, allez, je vais prendre du rouge, T, deux coordonnées, R cos alpha, R fois cos alpha, R fois sinus alpha. Voilà, alors je vais laisser un petit espace en dessous justement pour dire ce que j'ai, pour écrire ce que j'ai dit. Donc justement, si on se place donc dans le triangle, alors on va mettre des lettres, donc là on va mettre A' et T', voilà. Donc dans OTT', on peut appliquer le théorème de Thalès. Alors je n'écris pas toute la rédaction, mais ça suffira à ce qu'on se comprenne. Donc dans OTT', on applique le théorème de Thalès, puisqu'on sait que AA' parallèle à TT'. Voilà. Donc on peut affirmer que OT sur OA, et c'est ça, c'est égal à XT. Alors XT c'est donc l'abscisse de T qu'on peut appeler OT', hein. On va y aller. OT' sur OA', qui est en fait égal à XT sur XA, ici. Alors évidemment c'est valable parce que là j'ai AT du côté droit, sinon il faudrait prendre des mesures, ou des valeurs absolues ou des mesures algébriques selon qu'on compte les signes ou pas. Donc faire attention juste à ça. Mais c'est transposable. Là, je ne fais pas une redémonstration, hein, simplement pour expliquer ce qu'on a dit. Donc xt sur xa, et après j'en étais où? Donc après, c'est aussi égal à yt sur... ça, donc à tt' sur a', voilà, tt' sur a', et ça revient à dire yt sur yk dans notre configuration. Voilà. Et donc si on traduit tout ça, ot sur oa, donc ça fait r, puisque c'est r sur 1, puisque ot vaut r et oa vaut 1. ot', c'est xt, on a dit, et xa, on connaît, c'est cos alpha. Et donc là, on voit bien apparaître que xt va être égal à r fois cos alpha. Il n'y a plus qu'à multiplier par cos alpha. Et on voit bien aussi que si je prends l'autre partie de l'égalité avec tt', etc., donc là, cette fois-ci, j'ai r encore qui est égal à yt sur yk, et yk, c'est sinus alpha. Donc c'est comme ça que je me retrouve avec yt qui est bien égal à r fois sinus alpha. Voilà, bon. Bref, donc si on change de cercle, on est quand même capable de connaître en fait cos alpha et sinus alpha. C'est juste qu'on va ajuster en fonction du rayon. Puisque inversement, ça veut dire que cos alpha est égal à xt sur r. Hein. Voilà. Donc du moment où on connaît les coordonnées du point et le rayon, on est quand même capable d'en déduire cos alpha et sinus alpha pour tous les angles alpha. Voilà, bon, ça c'était une petite extension de ce qui a été vu au lycée. Maintenant on fait carrément un saut au collège, mais c'était toujours valable au lycée, vous avez dû l'utiliser plein de fois. Bon là je vous fais pas réécrire, a priori vous les connaissez déjà, donc les fameuses formules hein, de trigonométrie, cos alpha, sinus alpha, tangente alpha, qui utilisent les côtés adjacents, opposés et l'hypoténuse d'un triangle rectangle, hein, évidemment. Je rappelle que ça n'est valable, ça on a peut-être parfois tendance à l'oublier, que ça n'est valable que dans un triangle rectangle. Voilà. D'où tout le problème justement de la trigonométrie, puisqu'on a besoin d'en faire aussi dans des triangles qui ne sont pas rectangles. Mais en attendant, quand ils sont rectangles, on a ces relations qui sont bien utiles. Voilà, bon, il y en a qui ont des moyens mnémotechniques, je ne les rappelle pas, je passe.
La petite remarque, alors ça aussi, ça a dû être dit, mais pas forcément aussi rigoureusement ou aussi précisément selon les enseignants, puisque c'est pas imposé par le programme d'être très rigoureux là-dessus, sur la notation. Donc j'en profite. Euh, vous aviez sûrement vu que justement un même angle pouvait avoir enfin une infinité même de mesures en radians. Enfin, je sais pas, je m'exprime pas bien. Enfin, je veux dire, le même point image peut correspondre à une infinité de mesures d'angle en radians. Je vais le dire comme ça. Et donc, cela dit, c'est toute une famille qui se ramène bien au même point image. Et donc, finalement, on peut choisir un représentant de la famille. Et quand on prend deux éléments de cette même famille, c'est-à-dire deux angles qui vont avoir le même point image sur le cercle, on dit quand même qu'ils sont congrus entre eux, qu'ils sont congrus modulo 2pi. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce vocabulaire et on va voir la notation aussi qui va derrière. Donc ça veut simplement dire que ces deux angles vont être égaux à 2pi près, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver sur le même point image et comme 2pi correspond à un tour complet, ça vous avez dû déjà le voir, ça revient à parcourir une fois le cercle en entier. Du coup on revient sur le même point image. Et donc ça signifie que finalement ils sont tous dans la même famille et qui donnent le même point image. Donc si on remplit là plus précisément, on dit que alpha est congru. Donc si vous l'avez jamais vu ce mot, ça peut paraître bizarre mais on s'y fait. Est congru à bêta modulo de pi. Donc en gros, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai un angle alpha, un angle bêta, qui sont donc deux réels. Et on dit qu'ils sont congrus l'un à l'autre modulo 2pi. Attendez, excusez-moi, je regarde juste si j'ai... Ah oui, voilà. Je me demandais si j'avais bien mis la fin de la phrase. Oui, j'ai rien dit. Voilà. Donc justement, ils sont congrus donc l'un à l'autre modulo 2pi si j'ai bien un nombre de tours complets entre eux. C'est-à-dire que je suis partie d'un point de mon cercle, donc là je peux le faire comme ça. Je pars d'un point de mon cercle, donc comme tout à l'heure, mon point A. Si je fais un tour complet dans un sens, je reviens au même point. Mais l'angle en radian n'est quand même pas le même. Il a gagné 2pi. Donc la mesure d'angle ne va pas être la même, mais le point image, oui. Et donc dans ce cas-là, on dit bien qu'ils sont congrus. Et évidemment, ça fonctionne aussi si je vais dans l'autre sens, si j'enlève 2pi donc, ou bien si j'enlève 2 fois 2pi, 3 fois 2pi, 4 fois 2pi, donc le nombre de tours que je veux, par contre des tours complets pour bien retomber sur le même point. Voilà, bon, dans cette situation, on dit donc qu'ils sont congrus entre eux modulo 2pi. Là aussi, j'ai laissé beaucoup de place en fait. Donc, mais on va en profiter pour ajouter, entre guillemets, alpha et bêta sont égaux à un certain nombre de 2pi près. Voilà, on va l'écrire comme ça. Un certain, et j'ai plus la place, voilà, un certain nombre de 2pi près. Et je ferme les guillemets, puisque évidemment, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais ça permet de se comprendre. Voilà, et on note, et donc il y a une notation pour ça. On note alpha, on met donc égal. Alors vous pourrez voir aussi. Non, on va mettre. Oui, on va mettre 3 barres. Non, j'ai rien dit. Donc on va rester comme ça parce que congru, normalement, c'est 3 barres. Après, bon, vous avez certains bouquins qui se permettent d'en mettre 2. Bon, 3 barres. Modulo de pi. Voilà. Et donc les crochets de pi, c'est le modulo, c'est-à-dire que c'est entre guillemets le chemin qu'on s'autorise de l'un à l'autre pour que les deux angles soient considérés comme quasi égaux. Voilà, ils ne le sont pas. Hein. Voilà, donc justement, comment ça se définit? S'il existe k, donc ça sera le nombre de tours, tel que alpha égale bêta plus 2 pi fois k, c'est-à-dire k tours, k fois 2 pi, k un certain nombre de fois, donc c'est le k. Voilà, donc j'ai l'un qui est égal à k fois 2 pi plus l'autre. Le k est dans z, ça veut dire qu'il peut être positif ou négatif, selon que j'avance ou que je recule de k tours. Enfin, donc d'un certain nombre de tours.
Voilà, donc ça c'est... J'insiste un peu, hein, vous le voyez, parce que ceux qui connaissent déjà, bon, peuvent avancer. Les autres, c'est vraiment une notation qui est très utilisée et un vocabulaire aussi, donc essayez de prendre le réflexe assez rapidement. Ensuite, donc pareil, un petit mot que vous avez peut-être pas vu, qu'on a tendance à utiliser assez souvent. Si alpha, donc le fameux alpha là, qui est un des représentants de la famille, est entre moins pi et pi, on dit que c'est la mesure principale. C'est-à-dire que dans toutes ces mesures possibles correspondantes à un même point, ou même à un même angle modulo de pi, celle qu'on va retenir comme le représentant principal, le représentant le plus représentatif, voilà. Ça ne veut rien dire, hein, évidemment, ce que je dis, mais je pense que vous comprenez l'idée. C'est donc ce qu'on va appeler la mesure principale. La mesure principale. Voilà, bon, je pense que l'idée est ok. Je rappelle pas le principe parce que je pense que vous l'avez déjà vu, donc ça devrait vous parler. On parle de réel, on parle d'angle, on parle du cosinus, du sinus, etc. Tout ça, ça prend un sens, hein. Vous avez dû voir au lycée justement que quand vous avez votre cercle trigonométrique, on considère il constitue à lui tout seul un espèce de repère circulaire sur lequel on peut placer tous les réels. C'est-à-dire qu'on a dû voilà, vous montrer qu'on place 0 ici, et en fait on met la droite des réels ici, donc on a tous les réels, et on imagine que cette droite, elle vient s'enrouler autour du cercle, alors contre le cercle, hein, là c'est juste pour qu'on le voit, que je suis loin du cercle quand j'enroule, mais en fait comme un yo-yo, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on se met vraiment autour du cercle, et que du coup, un point qui était ici, par exemple, va se retrouver, j'en sais rien moi, là, voilà, etc. Et donc de cette manière-là, tous les réels trouvent leur place sur le cercle. Sauf que vous en avez une infinité qui va se retrouver sur un même point du cercle. Voilà. Et donc justement, c'est cette infinité qui fait une famille de réels congrus modulo 2pi. Et ensuite, ces réels, vous avez dû voir, qui correspondent, bon, on l'a évoqué, hein, correspondent justement aux angles, au centre, par rapport au centre du cercle. Donc, bon, je ne peux pas tout réexpliquer non plus en détail. Donc, pour ceux qui ont encore des questions là-dessus, bon, ça ne devrait pas, mais ça peut. Soit vous retournez voir votre cours de première, soit éventuellement vous revenez poser des questions. Donc justement, on va rappeler aussi les valeurs remarquables et une petite propriété complémentaire. D'ailleurs, je vois que je n'ai pas mis au pluriel alors qu'au final j'en ai mis plein. Donc, désolée. C'est pas grave. Je rectifierai. Donc, alors, les valeurs remarquables de cosinus et de sinus, puisque on les a juste abordées là tout à l'heure, mais on n'a pas encore vraiment vu ça comme une fonction, et en fait, c'est vers ça qu'on s'achemine. Il s'agit bien de fonctions. Donc, les valeurs remarquables ont déjà été vues au lycée, donc là aussi, je n'insiste pas, normalement, ça a déjà été vu. Par contre, ce que je vais un peu plus détailler, c'est ce qui a été rajouté. Vos lycées, normalement, vous avez vu cette partie. Et on rajoute donc une troisième ligne qui est la tangente de ces angles-là. Peut-être même que certains enseignants vont l'ont rajouter. La tangente, on l'a déjà vu ici, là, sur les formules, j'ai pas insisté tout à l'heure. Elle est définie comme sinus divisé par cosinus. Donc évidemment, quand le cosinus s'annule, ça peut poser problème, on va y revenir. Donc ici, en tout cas, on va écrire sinus sur cosinus. Voilà, donc rien de spécial, hein, on a juste calculé, donc ça je vous laisse faire les calculs si vous le souhaitez pour vérifier, mais on tombe bien sur les valeurs de tangente qui sont là. Et donc une première remarque, on voit bien que la tangente, elle, ne va pas se cantonner à des valeurs entre moins 1 et 1, ce qui n'est pas étonnant vu le quotient qu'on fait. Voilà, donc bon, on va y revenir après. Je redis, ça a déjà été dit au lycée, mais je le redis, là, les valeurs remarquables qui sont données sont sur le quart de cercle supérieur droit du cercle trigonométrique. Mais évidemment, en fait, après, vous utilisez ces valeurs-là grâce aux symétries qu'on rencontre sur le cercle
pour en déterminer les valeurs des cosinus, des sinus et des tangentes de tous les angles connus, disons, sur le cercle, c'est-à-dire la famille des pi sur 6, des pi sur 3, des pi sur 2 et des pi. Voilà, donc tous ces angles-là, vous devez être en mesure, sans trop réfléchir, d'en déterminer le cosinus, le sinus, et maintenant la tangente en faisant le quotient justement du sinus par le cosinus quand il est possible. Voilà, bon, donc ça, je pense qu'on est à peu près bon. Les propriétés complémentaires. Oui, toutes les propriétés complémentaires, donc notamment les élémentaires. Donc on a toutes les propriétés qui sont liées donc aux bornes, à la périodicité, aux signes. Il y a énormément de choses en fait à savoir sur les fonctions de trigo, et il y en a beaucoup que vous savez déjà. Donc ça, c'est un gros avantage, on va s'appuyer là-dessus. Donc justement, qu'est-ce qu'on appelle les fonctions bornées? Vous l'avez déjà vu normalement. Ce sont des fonctions dont toutes les images sont comprises dans un intervalle borné, c'est-à-dire comprises entre un minimum et un maximum qui sont des réels. Donc là, par exemple, cosinus, lui, toutes ces valeurs sont comprises entre moins 1 et 1, et sinus aussi. Et en plus, le moins 1 et le 1 sont même atteints. Donc bon, c'est parfait. On a bien... Alors, il n'y avait pas besoin qu'ils soient atteints pour que la fonction soit bornée. Mais bon, là, en plus, ils sont atteints. Donc on a vraiment quelque chose d'assez carré. Bon, ça, vous l'avez déjà vu normalement. Ensuite, autre chose, elles sont 2 pi périodiques. Alors ça aussi, ça a dû déjà être dit, mais vous êtes peut-être un peu moins habitué quand même à ça. Donc 2 pi périodiques, donc ça veut dire périodique de période 2 pi. Ça veut dire que tous les 2 pi, on revient à la valeur initiale. Et donc ça boucle. On a des fonctions, là, la fonction cosinus et la fonction sinus, qui bouclent tous les 2 pi. Ce qui n'est pas étonnant du tout, puisque on a dit que notre cercle trigo, on s'en sert comme d'un repère, et que le cercle trigo, la longueur de son périmètre, c'est 2 pi. Et donc effectivement, quand j'ai parcouru 2 pi, je suis revenue au point où j'étais au départ. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les fameux points les fameux réels qui tombent tous sur le même point, qui sont congrus modulo 2 pi. Donc justement, c'est cette périodicité. Donc tout ça est lié, rien n'est étonnant là-dedans. Et donc comment ça se caractérise après dans les propriétés calculatoires? C'est que du coup, cosinus de x plus 2pi, comme x plus 2pi ou x sont sur le même point du cercle trigonométrique, eh bien leurs cosinus sont égaux automatiquement. Pareil pour le sinus, et ce pour tout x. Quand je parcours 2pi, je reviens au même point, donc je n'ai pas changé le cosinus ni le sinus. Et comme c'est valable si je fais 4pi, 6pi, 8pi, pareil dans le négatif bien sûr, c'est-à-dire le nombre de tours qu'on veut, eh bien on va pouvoir généraliser cette remarque avec cosinus de x plus 2kpi, c'est-à-dire 2pi fois k. On a eu k tours. Et donc pareil, ça va être égal à cosinus x et sinus x. Ensuite, ça aussi, ça a été vu. Normalement, c'est une propriété qui est vue depuis longtemps quand même, celle-là. Même quand vous ne considériez pas le cosinus et sinus comme des fonctions trigonométriques. Bon, elle découle du théorème de Pythagore. Bon, c'est assez simple à voir, je pense, puisque vous avez... alors là, pour le coup, vous pouvez placer votre point où vous voulez, ça marche. Donc, admettons que je le prenne là. Voilà, j'ai mon point A, l'angle X. Là, j'ai du coup cosinus x et sinus x. Et donc, si je me place sur, admettons, ce triangle, qui est bien un rectangle, je vais avoir donc l'hypoténuse qui est OA au carré, égale à l'abscisse au carré, donc cos de x au carré, plus la mesure verticale, là, donc ça correspond à l'ordonnée, c'est-à-dire sinus x au carré. Voilà. Et comme OA est un rayon du cercle trigonométrique et que le cercle trigonométrique est de rayon 1, toujours, ça veut dire que OA au carré vaut 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et donc on récupère bien l'écriture qu'on a là. Alors en réalité, on récupère celle-là. Et
je me suis permise de vous écrire ce qu'on voit en général beaucoup plus souvent. Le carré, souvent. Moi, j'essaierai de faire attention. On reviendra là-dessus, parce que je ne veux pas donner trop de détails non plus, parce que trop de détails, à force, ça vous embrouille. Pour l'instant, on n'a pas encore abordé certaines choses. Mais disons que la notation la plus juste, c'est la première, mais la notation la plus utilisée, c'est la seconde. Donc il faut bien comprendre que c'est la même chose. Donc le carré, au lieu de le mettre sur le tout, on peut le mettre sur le cos. Ça voudra dire la même chose. Même si, on le verra plus tard, en réalité, mathématiquement, c'est pas tout à fait correct. C'est ce qu'on appelle donc un abus de langage, de notation. Mais bon, qui est tout à fait toléré pour vous comme pour moi, comme pour les livres, donc à connaître et à savoir appréhender. Voilà. Ensuite, donc là on reste dans les propriétés vraiment basiques qui ont déjà été travaillées normalement depuis un moment. Le signe. Donc le signe des fonctions cosinus et sinus. Alors, on pourrait tracer la fonction, il y a plein de façons de le voir, mais en réalité c'est assez facile à voir. Alors vous voyez que je vous ai mis donc chaque carré correspond à un quart de cercle. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce carré-là, cet encadré-là correspond à ce quart de cercle. Voilà, etc. Donc sur ce quart de cercle, tous les points ont leur cosinus positif et leur sinus positif. Effectivement, puisque je vous rappelle que cosinus, on le lit en abscisse et sinus en ordonnée. Donc effectivement, j'ai les deux positifs. Ensuite, si je prends ce côté-là, là, correspond à cet encadré, je vais avoir effectivement, quels que soient les points, je vais tomber dans le négatif pour les cosinus, dans le négatif pour les sinus. Donc négatif, négatif, etc. Voilà. Donc c'est une façon très simple de lire en fait, de trouver les signes des cosinus et des sinus. Tant que ce sont cosinus x en tout cas. Parce qu'après, évidemment, si on met autre chose que x, ça peut se compliquer. Voilà, bon, donc ça c'est les rappels vraiment des propriétés très classiques. Maintenant, on en arrive à des propriétés peut-être légèrement moins classiques. Mais cela dit, qui ont sûrement été abordées. Alors, encore d'autant plus pour ceux qui auraient fait maths experte. Mais bon, c'est pas obligatoire non plus. Mais ça serait étonnant que vous n'en ayez jamais entendu parler, mais c'est possible. Et c'est pas grave si c'est le cas. De toute façon, on y vient. Alors, donc maintenant, justement, ce qu'on commence là à aborder, c'est vraiment le formulaire, c'est-à-dire qu'on va commencer à aller toucher toutes les formules, et vous allez voir qu'elles sont très nombreuses, que vous êtes censé connaître sur la trigonométrie, pour arriver à jongler entre les expressions, à être fin dans vos calculs, être fin dans vos raisonnements, et à vous sortir de certaines situations. Alors, cosinus de pi sur 2 moins x. Donc là, on n'a pas juste cos x. Mais on aimerait bien arriver à écrire justement ces cosinus qui ne sont pas des cos x ou des sinus x et qui nous dérangent un peu, en fonction de cos x ou sinus x. Donc l'idée, c'est de se ramener à x, quoi. Voilà. Alors là, vous le voyez bien sur la figure, on a tracé donc le segment là qui correspond au réel x, donc avec un angle x ici. Et pareil pour pi sur 2 moins x. Voilà. Et donc nous on s'intéresse à cosinus de pi sur 2 moins x. Je prends de la couleur. Cosinus de pi sur 2 moins x, il est donc ici. Voilà. Donc il n'est pas du tout égal à cosinus x qui est ici. Mais en revanche, on voit qu'en fait il y a une symétrie. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans l'intitulé, dans le déroulé de la propriété là. On a une symétrie par rapport à y égale x. Alors y égale x, elle est tracée ici, vous le voyez. Et on a une symétrie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la longueur que j'ai ici, je vais la retrouver ici. Et ça, justement, c'est pas n'importe quoi, c'est exactement sinus x. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, sinus x et cosinus pi sur 2 moins x sont les mêmes. Et on a le même phénomène pour le cos x, qui en fait va avoir grâce au miroir, va avoir son égal ici, qui est lui sinus de pi sur 2 moins x, puisque c'est l'ordonnée de ce point-là.
Voilà, donc c'est comme ça qu'on va récupérer nos deux premières égalités. Puis on a déjà tout dit en fait, hein. Donc cosinus de pi sur 2 moins x, c'est ce qui était en rouge, c'est égal à sinus x. Donc il y a un petit échange entre cos et sin. Et sinus de pi sur 2 moins x, lui, est égal à cosinus x. Grâce à la symétrie, on a cet échange. Ensuite, alors on peut corser un petit peu. Alors vous, bien sûr, vous n'enlevez pas ce que vous avez déjà écrit sur votre figure, mais moi, je vais enlever pour qu'on gagne en clarté. Donc maintenant, imaginons que je veuille x plus pi sur 2. Donc j'ai mon x ici, et plus pi sur 2, ça revient à lui rajouter donc un angle droit, hein, à rajouter pi sur 2. Alors ça reste approximatif, hein, moi je fais de mon mieux, mais ça reste approximatif. Enfin, ça va nous permettre d'avoir une idée. Donc la règle, c'est bon. Et donc ici, j'aurai x plus pi sur 2, ou pi sur 2 plus x, c'est pareil, hein. Voilà, et donc même question, que se passe-t-il pour son cosinus et pour son sinus? Alors déjà, le sinus, là quand même, on a une réponse, on est pile poil en face de pi sur 2 moins x, parce qu'en fait là, on a une nouvelle symétrie. Cette symétrie, cette fois-ci, elle est par rapport à OJ. Donc, intéressant, puisque je vais retomber sur exactement le même sinus que le sinus de pi sur 2 moins x. Et le sinus de pi sur 2 moins x, c'était cosinus x. Donc, sinus de pi sur 2 plus x égale cosinus x. Déjà. Bon, ça c'est bien. Et ensuite, le cosinus. Alors, on est un peu embêté parce que la longueur, grâce à toutes les symétries, là, justement, on peut voir que effectivement c'est la même qu'ici, ou c'est encore la même qu'ici. Bon, pas de souci, sauf qu'on a changé de signe cette fois-ci. Donc, bon, finalement, on s'embête pas trop non plus. C'est pas sinus x, mais c'est moins sinus x. Voilà, donc on a la même longueur que là, sauf qu'on est dans le négatif. En tout cas, dans ma configuration, ça pourrait être le contraire. C'est-à-dire que ça aurait pu être négatif au départ et devenir positif quand on prenait x plus pi sur 2. Voilà, donc on a les premières formules qui ne sont pas les plus faciles. Je les ai mises là parce que j'aurais pu le mettre en fait après. Hein, c'est pas... Bon, là, comme ça découlait d'une simple symétrie, je les ai mises là. Mais ce ne sont pas les plus simples à retenir en tout cas, parce qu'il y a cet échange entre cos et sin. Un petit peu plus simple à retenir sont celles qui arrivent. Et, alors celles-là, pour le coup, vous les avez sûrement rencontrées, c'est quasi sûr, qui, elles aussi, se déduisent assez facilement, hein, de la figure. Donc là, tout est dessiné. On part de x. Si on fait x plus pi, donc pi plus x, rajouter pi, c'est rajouter un demi-tour, puisqu'un tour, c'est 2 pi. Donc on se retrouve sur le point M2 diamétralement opposé. Donc comme ils sont diamétralement opposés, il y a quand même une symétrie aussi, là, qui est une symétrie centrale, cette fois, de centre O. Et donc, les cosinus et les sinus ont forcément un lien entre eux, hein. Donc on retrouve le même éloignement pour le cosinus, mais de l'autre côté. Donc on va changer le signe, on va avoir moins. Donc c'est pas égal à cos x, mais égal à moins cos x. Puisque, donc je le rappelle, hein, j'espère que tout le monde me suit, j'ai cos x ici, et donc là je me retrouve de l'autre côté. Et pour le sinus, même idée, j'avais sinus x ici, et là, cette fois-ci, je suis de l'autre côté. Donc comme là j'étais partie d'un sinus positif, j'arrive à un sinus négatif, mais ça aurait pu être aussi le contraire. En tout cas, il y a un changement de signe, donc moins sinus x. Maintenant, si je considère moins x, donc si j'ai x ici, j'ai moins x qui est là, donc ils sont là tous les deux. Donc j'ai aussi une symétrie qui est cette fois par rapport à OI, par rapport à l'axe des abscisses. Donc le cosinus, du coup, il est très facile de voir qu'il n'y a pas eu de changement de cosinus. On a le même cosinus. Donc cos x. C'est le sinus qui, lui, a gardé le même éloignement, mais a changé de signe. Donc moins sinus x. Ensuite, alors cette fois-ci, si on fait pi moins x. Alors pi moins x, ça veut dire, j'ai fait 1, donc vous vous rappelez que, ça je ne l'ai pas redit, il y a plein de choses que je n'ai pas redites, parce que bon, a priori, vous savez, hein, mais je vais quand même le redire. Quand on se déplace pour savoir où est le point image, on part toujours de i, là, hein, l'angle 0, qui est ici. Donc je pars d'ici, je fais pi, qui est un demi-tour, j'arrive là, et j'enlève x. C'est pour ça que je me retrouve bien au point M1 qui a été dessiné ici.
pi moins x. Je recule de x. Bon, donc là, eh ben, cette fois-ci, on voit bien qu'il y a là le sinus en commun avec x. Donc sinus pi moins x, ça va être égal à sinus x. En revanche, c'est le cosinus là qui change de signe. Donc il y a symétrie, donc les longueurs sont les mêmes, mais il y a changement de signe. Donc moins cos x. Voilà, donc vous voyez que tout ça, ça se retrouve. Alors si vous arrivez à trouver de la place dans votre mémoire pour tout bien retenir par cœur, c'est parfait. Sinon, essayez d'en retenir un maximum par cœur et que vous ayez quand même des repères. Ne soyez pas sans rien, parce que c'est compliqué sinon de tout retrouver à chaque fois. Mais si vous en avez quelques-uns, après les autres, vous les retrouvez comme je viens de vous l'expliquer. Bon, et donc on va rajouter par rapport à l'an dernier les tangentes de ces angles associés, puisque c'est ce qu'on appelle les angles associés, tout ça là, moins x, pi plus x, pi moins x. Donc on va rajouter la tangente. Et la tangente, c'est pour le coup un peu plus difficile à... Bon, on pourrait en cherchant bien, mais c'est quand même plus difficile à lire sur la figure. Donc bon, là on va être assez formel, hein, on va faire le calcul. Donc on sait ce qu'est tangente. C'est sinus pi plus x sur cosinus pi plus x. Et sinus et cosinus, on a les formules. On a vu que les deux avaient un changement de signe si on veut se ramener à x. Donc moins sinus x sur moins cos x. Là, c'est la preuve en fait hein, de ce qu'on va écrire là. Ça nous fait donc, puisque nos moins se compensent, sinus sur cos et donc tangente x. Voilà. Donc tangente pi plus x est égal à tangente x. Ensuite, tangente pi moins x, même idée. Donc sinus pi moins x sur cosinus pi moins x. On les a là juste au-dessus, donc ça nous fait sinus x sur moins cos x. Et donc il y a un seul moins, donc on va le garder. Donc moins sinus x sur cos x. Et donc moins tangente x. Donc là on a moins tangente de x. Et ensuite tangente moins x, même idée. Donc sinus de moins x sur cos de moins x. Alors après, sinus de moins x et cos de moins x, vous l'avez peut-être abordé aussi quand vous avez parlé de fonction paire et de fonction impaire. Là, nous, on l'a montré sur la figure, mais c'est aussi une propriété des fonctions. Hein. Donc sinus moins x vaut moins sinus x, ça nous fait bien une fonction impaire pour la fonction sinus. On le redira après tout ça, hein, mais bon. Et cosinus moins x, ça fait cos x, parce que justement, on a une fonction qui est paire. Et donc là aussi, on retombe sur moins tangente de x. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai pas mis de cœur, comme j'ai pu mettre sur les propriétés qui sont indispensables. Bon, déjà, je considère que ce morceau, il est rattaché à la propriété d'avant, donc il y a quand même des cœurs. Et puis d'un autre côté, les formules sur les tangentes, vous venez de le voir, elles se retrouvent quand même très facilement. Donc je dirais que c'est, voilà, là aussi c'est vraiment très bien, si vous les connaissez par cœur, c'est mieux. Mais c'est un peu moins indispensable dans la mesure où vous pouvez quand même le retrouver si vous connaissez les autres par cœur. Voilà. Bon, donc tout ça c'est bien prouvé. Voilà, donc là l'air de rien déjà, on a passé en revue plutôt que révisé parce que c'est plus un passage en revue. Ce que vous étiez déjà censé connaître et on est même allé un petit peu plus loin sur certains points. Donc déjà, c'est une bonne chose à maîtriser. Maintenant, on va revoir les représentations graphiques, donc les courbes représentatives, ça aussi ça a dû être fait, des fonctions sinus, cosinus, et on va en profiter pour voir celle de tangente, qui elle n'a pas été faite normalement en lycée, et vous verrez qui nous réserve son lot de surprises. Alors, donc pour cosinus et sinus, si on le fait précisément, ça prend du temps, bien sûr. Je vais essayer de ne pas non plus y passer trop de temps. On a les valeurs remarquables, donc c'est évidemment ce qu'on place en premier. Et ensuite, donc, on peut utiliser la périodicité et la parité de chaque fonction. C'est-à-dire que normalement, je suis censée avoir toutes les valeurs sur un intervalle de 2π et après utiliser la périodicité de 2π en 2π.
Donc par exemple entre moins pi et pi. Bon. Vous allez me dire, oui, nous, ce qu'on sait par cœur, les valeurs remarquables, c'est entre 0 et pi sur 2. Enfin, oui, 0, même entre 0 et pi, je ne sais plus entre combien je les ai mis. 0 et pi sur 2, voilà. Bon. Mais comme on sait que la fonction, par exemple, la fonction cosinus, elle est paire, bah, finalement, j'ai pas besoin d'être entre moins pi et pi, puisque comme elle est paire, il y a une symétrie entre les positifs et les valeurs positives et les valeurs négatives. Enfin, les antécédents positifs et les antécédents négatifs. Donc, bah, finalement, 0 pi suffit. Et donc, grâce à ça, et grâce aux valeurs remarquables, on va réussir à finalement partir d'un petit motif, enfin d'une petite partie de la courbe, et après à la prolonger en utilisant toutes ces propriétés. Donc, on va d'abord tracer entre 0 et pi, et après, bah, ce sera vraiment plus que du dessin, entre guillemets. Alors, donc, le cosinus, si je commence par ça, je vais le faire en rouge. Donc, le cosinus de 0 vaut 1. Donc, j'ai un point là. Le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Donc, déjà, ok. Le cosinus de pi vaut moins 1. Très bien. Ensuite, on sait que le cosinus de pi sur 3, il vaut 1,5. Donc du coup, alors pi sur 3, alors attendez, donc là j'ai pi, il faut que je le divise en 3, donc je vais pas par là. Donc là j'ai pi sur 3, lui il correspond à l'image 1,5. Après vous pouvez rajouter des points si vous voulez, mais ça nous permet quand même déjà d'avoir un aperçu, que j'ai mal fait. Peut-être avec un vrai crayon vous serez plus précis. Et ensuite 2 pi sur 3, qui est environ par là, pardon, lui correspond à moins 1,5, donc j'ai un point par là. Donc pareil, hein, je continue. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai cette partie, donc j'ai la courbe entre 0 et pi. Par parité, des fonctions paires ont leur courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc là, je sais qu'en face, je vais avoir le même type de courbe. Alors rien ne vous empêche après de faire une belle courbe avec des points, hein, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter par symétrie les points de l'autre côté. Ouais, d'ailleurs, vous voyez, ce point-là, il est plus vers ici, hein. Ça ne m'empêche pas, je peux rajouter, enfin, je peux rectifier. Voilà, et donc là, j'ai donc la courbe sur un intervalle de longueur de pi, puisque je suis de moins pi à pi. Et maintenant, j'utilise la périodicité de la fonction. Comme elle est périodique, c'est-à-dire qu'elle reproduit un schéma, le schéma qui est sur un intervalle de 2 pi, elle le reproduit à l'infini. Donc là, bah, j'ai plus qu'à faire pareil. Alors, bon, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, elle est déjà longue. Donc, je vais peut-être pas être très précise dans mon geste, mais je pense que ça vous suffira à faire une jolie courbe sur votre feuille. Voilà, donc là, pareil, de ce côté. Alors, évidemment, on essaie d'arrondir un peu mieux que moi au niveau des sommets. Voilà. Voilà, etc. Bon. Ensuite, pour le sinus, bon, je vais moins m'attarder, mais c'est le même principe, sauf qu'il y a un décalage, puisque le sinus, lui, vaut 0 en 0. Il vaut 1 en pi sur 2, 0 en pi, moins 1 en 3 pi sur 2, etc. Avec les mêmes points intermédiaires, enfin, même point. C'est en pi sur 6 qui vaut 1,5, lui. Donc pi sur 6, on est par là, 1,5, voilà. Donc en fait, on a vraiment le décalage. C'est la même courbe hein, qui est translatée, quoi. C'est pas pour rien que nos cosinus et sinus ont les mêmes valeurs remarquables de façon décalée. Voilà. Etc. Donc là, on voit bien, là, ça s'appelle les sinusoïdes, hein, je ne l'ai pas écrit ça dans le cours, mais on voit bien les sinusoïdes, leur périodicité et leur parité.
Ouh, je l'ai mal faite celle-là. Bon. Donc ça aussi, ayez bien la courbe en tête. Ce sont des choses après qu'on peut réutiliser sans forcément rappeler à chaque fois, puisque justement, ce qu'on fait là tient lieu de rappel. Ouais, en même temps, l'unité n'est pas complète. Bon, voilà. C'est pas super joli, mais j'espère que vous arrivez à faire mieux. Donc on va quand même juste légender. Donc ça, c'est la courbe de sinus. Alors que la rouge, c'est la courbe de cosinus. Voilà donc pour les courbes représentatives. Si on en arrive à tangente, alors comme la fonction tangente, on ne l'a pas définie complètement, parce que quand on définit une fonction, on ne donne pas juste sa formule, entre guillemets, hein, on donne aussi ce qu'on appelle son domaine de définition, c'est-à-dire toutes les valeurs de x qu'elle est capable d'accepter, qu'elle est capable d'utiliser pour calculer des images. Voilà, donc justement, j'en profite pour donner une définition bien claire de tangente. Donc pour tout réel x tel que le cosinus ne s'annule pas, justement à cause du quotient qu'on va écrire, tangente, c'est donc sinus x, on l'a déjà écrit, hein, mais là on le définit bien clairement avec donc les x possibles. Les petits carrés, là, vous inquiétez pas, vous normalement vous l'avez pas sur votre feuille. Donc, que ça vous perturbe pas, ça n'a aucune signification, hein. C'est le logiciel. Donc sinus x sur cosinus x, donc en disant bien que x ne doit pas annuler cosinus x. Et justement, qu'est-ce qui annule cosinus x? Rappelez-vous, le cosinus, c'est ce que je lis sur l'axe des abscisses. Donc, il va valoir 0 quand on est là, c'est-à-dire quand les points sont ici ou ici, tout en haut ou tout en bas, entre guillemets, du cercle. C'est-à-dire en pi sur 2 et tous ceux de sa famille, c'est-à-dire les pi sur 2 plus 2pi, pi sur 2 plus 4pi, pi sur 2 moins 2pi, etc. Donc les pi sur 2 plus k fois 2pi. Ou bien, donc pi sur 2 c'était là, ou bien les 3 pi sur 2, pareil, plus k fois 2pi, ou moins pi sur 2, parce qu'au même endroit on a aussi moins pi sur 2, c'est 3 pi sur 2 moins 2pi. Voilà. Donc, où est-ce qu'elle est définie cette fonction? Partout ailleurs. Il ne faut pas être à ce point-là à pi sur 2, il ne faut pas être au point où il y a 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2. Partout ailleurs, c'est bon puisque le cosinus ne s'annule plus. Donc, ce qu'on va appeler nous le domaine de définition, c'est tous les x qui sont les bons, c'est-à-dire ceux qui sont possibles à utiliser dans la formule de tangente pour calculer une image, autrement dit tous ceux qui n'annulent pas le cosinus. Donc tout ça, ça forme ce qu'on appelle le domaine de définition qu'on note D, et à côté on met le nom de la fonction. df, ça doit vous parler, au lycée on a quand même dû vous montrer ça. Et donc nous, on l'adapte là, quand la fonction s'appelle tan, tangente, on va mettre tan. Voilà, donc D, tan. C'est définition, domaine de définition de la fonction tangente. Donc, du coup, si j'écris clairement ce domaine de définition, je vais prendre donc tout R, parce que globalement, quand même, tous les points fonctionnent, hein, sauf, et donc on va enlever les réels qui correspondent aux points qui ne marchent pas. C'est-à-dire les réels, donc, donc les pi sur 2 plus k fois 2pi, ou bien les moins pi sur 2 plus k fois 2pi. Alors, je pourrais l'écrire comme ça, hein, mais c'est un peu long. Donc, je vais l'écrire là. K fois 2pi, on l'écrit 2kpi. Hein. Donc il faut enlever cela et il faut enlever aussi les moins pi sur 2 plus 2kpi. Bon, et en fait, si vous regardez bien, si je pars de pi sur 2, je rajoute pi, je suis à moins pi sur 2, je rajoute encore pi, je suis à pi sur 2, etc. Donc, en fait, ils sont distants que de pi, ces points-là. Donc en fait, on peut aussi dire pi sur 2 plus k fois pi, puisqu'en fait, à chaque fois que je fais un demi-tour, je retombe sur un point interdit. Donc ça revient à dire, au lieu de partir soit de pi sur 2, soit de moins pi sur 2 et de rajouter des tours complets, je pars que de pi sur 2 et je m'autorise des demi-tours. Comme ça, je passe par tous les points interdits. Voilà, donc c'est pour ça que je vais écrire là R privé 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette notation, là, la barre, ça veut dire privé 2. Donc en gros, je prends tout R, sauf, ça veut dire sauf, pi sur 2 plus k fois pi, avec k appartenant à z.
cette notation-là avec les accolades, le privé de, la virgule, tout ça, ça a dû être vu normalement dans le 0A que vous avez étudié tout seul. Mais j'en profite, comme là vous entendez des explications pour en parler. Voilà, donc virgule, hein, ça veut dire avec K appartenant à Z, pour tout K appartenant à Z. Et tout ça, on peut aussi l'écrire au final, on peut dire que c'est les X appartenant à R, tel que X n'est pas égal à pi sur 2 modulo pi. Alors je mets modulo pi parce que cette fois-ci, on n'a pas fait plus k fois 2pi, c'est-à-dire que là, c'est pas des tours complets qu'on s'autorise à ajouter ou à enlever, c'est des demi-tours. Donc on a fait plus k fois pi, ce qui revient à dire modulo pi. Voilà, c'est une autre façon de l'écrire, qui n'est pas forcément meilleure, hein, après ça à vous de voir ce que vous préférez. En tout cas, ce domaine de définition, et pour le coup, j'ai mis le cœur, hein, vous voyez, vraiment à connaître par cœur, parce que vous verrez que ce souci de tangente engendre un certain nombre de choses et revient souvent sur le devant de la scène. Voilà. Ensuite, pour les propriétés de la fonction, bien la fonction tangente, c'est une fonction qui est continue déjà. Alors attention, pas partout quand même, hein, parce que justement, quand il y a une valeur interdite, elle risque pas d'être continue. Mais du moment où elle est définie, elle est continue. C'est-à-dire qu'elle va être continue sur son domaine de définition. Il n'y a pas de problème de continuité après quand elle est définie. Donc bon, là je ne vais pas démontrer ça. On aura un chapitre sur la continuité, là je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais là on l'affirme et ce qui est bien c'est que vous le sachiez. Voilà. Donc en gros elle est continue sur chaque sous-intervalle qui est bon. Donc sur chaque sous-intervalle, enfin oui ça, sur chaque sous-intervalle du type attendez, comment on peut l'écrire? Oui, sur chaque, donc, pi sur 2 plus k-1 pi jusqu'à pi sur 2 plus k pi. C'est-à-dire que, bon, là, vous avez bien compris qu'on part à chaque fois de pi sur 2. Hein. On a dit, on enlève tous les pi sur 2 plus k pi. Donc, autrement dit, entre ces points-là, c'est bon. Donc, je pars de donc, pi sur 2 plus k pi. Et le précédent, c'est pi sur 2 plus k-1 pi. Donc en gros, là, je dis simplement, je suis en train de le suivant. Voilà. Donc tous les sous-intervalles, enfin tous les intervalles qui sont entre un point interdit et le suivant, sont des intervalles sur lesquels la fonction est continue. Voilà. Donc par exemple, moins pi sur 2, pi sur 2. Là, ce serait pour k égale 0. Après, pi sur 2, 3 pi sur 2, etc. Pour k égale 1. Etc. etc. Bon. Voilà, par contre, elle n'est pas continue, justement, là où elle n'est pas définie. Bon, c'est logique, hein, si elle n'est pas définie, ça va être compliqué qu'elle soit continue, a priori. Alors, on verra que c'est pas tout à fait... Enfin, on pourra, après, plus tard, s'arranger un petit peu avec ça, mais en tout cas, a priori, c'est assez logique. Donc, mais pas continue en, justement, pi sur 2 plus k pi, quel que soit k. Donc, pour tout k appartenant à z. Voilà, donc retenez bien que tangente n'est pas continue en pi sur 2, moins pi sur 2 et tous les éléments de leur famille de congruence. Elle est aussi périodique, ça on va le démontrer. Elle n'a pas la même période. Alors, elle marche aussi de pi, mais elle a plus petit. Il y a possibilité de prendre pi. Ce qu'on appelle la période, normalement, c'est la plus petite possible. Hein. Et donc ici, c'est pi. On va le démontrer. Et elle est également, on va pouvoir ajouter la parité, donc elle est impaire, la fonction tangente. Alors, démontrons ces deux derniers points. Donc la preuve juste de... Alors, oui, enfin, les deux derniers points, quoi. La période et la parité. Bon, la parité, j'ai rien à faire parce qu'en fait, tout à l'heure, on a déjà écrit que tangente moins x est égal à moins tangente x, quel que soit x appartenant à... On va mettre l'ensemble de... Enfin, le domaine de définition de tangente, hein, pour faire simple. Parce qu'en fait, c'est pas quel que soit x appartenant à R, hein, là, ce sera quel que soit x pour lequel tangente est définie. Donc ça, c'est
c'est le fait que tangente soit impaire. Donc tangente est bien impaire. Puisque je vous rappelle qu'une fonction impaire, c'est une fonction telle que f de moins x égale moins f de x pour tout x, avec un intervalle de définition qui soit symétrique. Voilà, et là, il y a des discontinuités, mais l'intervalle de définition est bien symétrique. Ok, et ensuite, donc pour la périodicité, eh bien, faisons le calcul. Tangente, ben là aussi, en fait, je suis bête, on l'a déjà fait, ouais. Ouais, tangente de x plus pi, j'ai pas besoin de refaire, on l'a déjà fait. On l'avait démontré tout à l'heure, rappelez-vous, que ça faisait tangente x. Donc ça veut bien dire que tangente est pi périodique. C'est-à-dire que quand je rajoute pi à l'antécédent, je retombe sur la même image. Donc tangente est pi périodique. Autrement dit, périodique de période pi. Voilà, bon. Donc ça, c'est assez clair normalement. Et ensuite, donc la courbe qui va être intéressante aussi. Alors, on avait quelques... Alors, c'est plus difficile. Je suis en train de voir que... Bon, c'est pas grave. Je suis en train de voir que j'ai pas... j'ai mis beaucoup de largeur sur les abscisses. Bon, c'est pas grave. Vu qu'il y a une périodicité qui est courte, ça posera pas trop problème. Donc, si je prends les valeurs remarquables de tangente, on les avait regardées, hein. Donc, en 0, elle vaut 0. En pi sur 6, elle vaut 1 sur racine de 3. En pi sur 4, elle vaut 1. Déjà, ça va me donner des petites idées, tout ça. Donc, en 0, elle vaut 0. Bon, attendez, je vais prendre une couleur. Hop, du bleu. En pi sur 2, rappelez-vous, elle n'est pas définie. Donc, je ne peux pas mettre de valeur en pi sur 2. Je ne peux pas mettre de valeur en moins pi sur 2, etc. etc. Donc, bon, ok, je ne vais pas chercher à en mettre. En pi sur 4, on est à 1. Ouais, je me rends compte que mon échelle, elle n'est pas bonne. Bon, tant pis. Alors attendez, j'ai oublié. Entre les deux, on avait 1 sur racine de 3. Et après, je vous avais mis... oui, voilà, en pi sur 3, elle vaut racine de 3. Ok. Donc, racine de 3, oui, ça fait 1 et quelques. Hein, donc, bon, ça sort, tant pis. Donc, pi sur 3, on est par là. On va être disons, par ici. Voilà, donc là, on s'aperçoit... Alors, tant pis, il n'y avait pas la bonne échelle. C'est pas grave, on va s'en remettre. On s'aperçoit d'un phénomène, en fait, comme ça. Et on va avoir le même de l'autre côté parce que, rappelez-vous, on a la tangente qui est impaire. Donc, il va se passer la même chose ici. Et donc, on se rend compte que on a des... Alors, ce sera des asymptotes, hein, des vrais. Bon, on y reviendra, ça aussi. Mais on a donc ici... Je vais les tracer. Voilà. Donc là où il y a les valeurs interdites, donc en pi sur 2, en moins pi sur 2, en 3 pi sur 2, en 5 pi sur 2, etc. Tous les pi sur 2. Voilà. Là, on a les valeurs interdites. Il y a un phénomène qui se passe, c'est un phénomène que vous avez déjà rencontré sur plein d'autres fonctions, de valeurs interdites, donc d'asymptote verticale. Et comme elle est périodique de période pi, et que là, j'ai déjà une longueur pi, ben en fait, partout, on va avoir exactement le même schéma qui se répète. C'est pour ça que je disais que c'était pas très grave. Qu'il y en ait beaucoup, parce que bon, c'est toujours pareil. Voilà. Alors désolé pour l'échelle en ordonnée, j'ai bêtement fait un copier-coller et j'ai pas réfléchi. C'est pas ce qui n'est pas la bonne chose à faire évidemment. Voilà, bon, je l'ai pas bien fait là. Parce qu'il y a ce qu'on appellera un point d'inflexion là ici, hein, c'est-à-dire que ça s'aplatit un petit peu au niveau quand ça arrive au niveau des abscisses. Voilà, etc., etc. Là, même idée. Voilà. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction tangente. Et on vous demande de connaître particulièrement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Bon, après, ce sont les mêmes, hein, les autres. Mais vraiment, ce sera important. Parce qu'en fait, vous verrez qu'après, on étudiera la fonction réciproque, etc. Et il y a un lien pour la courbe. Donc, connaissez bien vos courbes représentatives. Ça nous servira. Voilà. Donc, bon, là, on voit bien, ça se matérialise, hein, que tangente, effectivement, n'est pas comprise entre moins 1 et 1. Au contraire, puisque quand on s'approche des valeurs interdites, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'infini.
On ne le voit pas là dans les valeurs qu'on a calculées, mais je vous invite à le faire, à calculer d'autres valeurs, vous verrez. Plus vous rapprochez votre x de pi sur 2, et plus vous allez avoir une tangente qui explose. Donc vraiment, on n'a pas du tout le même comportement que ce qu'on peut avoir sur sinus ou cosinus. Alors, des petits exemples de ce qu'on peut vous demander sur tout ça. Donc on va traiter les exemples et puis j'arrêterai cette vidéo là parce que ça devient beaucoup trop long. Et donc c'est pas grave, je ferai une autre vidéo pour la suite et la fin. Alors, justement les domaines de définition. Parce que alors ça, en lycée, ce sont des notions qu'on aborde vaguement. Parce que, on va pas plus en détail que ça, puisque dans les énoncés en général, on vous les donne. Et ça ne sera pas forcément le cas dans le supérieur et au concours. Alors ça dépend, parfois on vous donne et parfois on ne vous donne pas. Donc il faut être en mesure de déterminer justement le domaine de définition d'une fonction, en tout cas classique, une fonction que vous êtes censé maîtriser. Alors elles peuvent faire peur, hein, les fonctions que je vous ai mises, mais vous allez voir qu'on va s'en sortir. Donc je rappelle ce qu'est le domaine de définition, je le redis, j'ai dit tout à l'heure, c'est donc l'ensemble de toutes les valeurs de x, enfin des valeurs en tout cas que je peux mettre à la place de x pour calculer l'image par la fonction. Autrement dit, ce sont les valeurs de x avec lesquelles il est possible de faire le calcul. Si ce n'est pas possible, on va tomber hors du domaine de définition. Donc voilà, le domaine de définition, c'est les x possibles. Donc, attaquons par la question A. Donc la question A, on me donne une fonction qui est pas très belle, hein, il faut le dire. On voit bien que tout s'imbrique l'un dans l'autre, donc on a des composés. Les composés ont déjà été abordés dans le 0a, donc ça devrait vous parler un petit peu, hein, j'espère. Donc la fonction f, je pourrais l'écrire comme la composée donc, alors d'une fonction, la 2x moins 3, on va lui donner, on va l'appeler h de x, voilà. Donc j'ai h qui est composée avec ln, qui elle-même est composée avec cos, qui elle-même est composée avec tangente. Donc f, c'est tout ça. Donc j'espère que vous avez bien compris ce qu'est la composée, c'est-à-dire que d'abord on applique h, on obtient h de x, qui est en fait 2x moins 3. Ensuite on applique ln, donc ln de h de x. Ensuite on applique cos, donc cos de ln de h de x. Voilà. Et ensuite, je peux d'ailleurs aller là après, on vient appliquer tangente qui donne f de x, quoi. Donc tangente de cos de ln de h de x. Je vous ai pas ménagé sur cet exemple, mais c'est volontaire. Alors, 1, 2, 3 parenthèses, voilà. Donc on a bien une composée. Et alors quand on a une composée, je l'ai déjà expliqué dans le chapitre précédent, comment on trouve le domaine de définition. On va s'intéresser d'abord au domaine de définition de la toute première. Alors celle qu'on appelle la première, c'est la plus à droite. D'accord? Parce que quand j'applique à x, quand je fais f de x, ben ça va être tout ce beau monde de x. Et donc en fait, la première qui va calculer avec x, c'est h. Donc quand je dis la première, c'est la plus à droite. Donc on va s'intéresser d'abord au domaine de définition de h. S'il pose une contrainte, ben, il faudra en tenir compte pour le ln, etc. S'il ne pose pas de contrainte, c'est-à-dire que le domaine c'est tout R, bon bah ok, next, d'accord? Donc là justement, ah oui, alors j'ai pas défini ce qu'était h, donc avec h qui a x associe 2x moins 3. Donc h c'est une fonction affine, donc son domaine de définition, pas de problème, c'est R. Bon, très bien, donc je passe au suivant, domaine de ln. Son domaine à lui, en revanche, c'est pas R. ln, on l'a déjà revu dans le chapitre précédent, son domaine de définition, c'est R plus étoile, c'est-à-dire les nombres qui sont positifs strictement, pas égaux à 0. Ce qui veut dire que ça pose problème pour cos, puisque... Enfin, c'est pas que ça pose problème pour cos, c'est que on est obligé de restreindre... les éléments qui arrivent après le passage de H à R plus étoile. Donc, il va falloir que je cherche à quel moment H est strictement positif, le résultat de H, parce que c'est le résultat de H qui va rentrer dans ln.
Donc là, en fait, on cherche, donc là je vais écrire clairement, hein, donc on cherche x, les x, hein, tous, appartenant à R, parce que, alors pourquoi j'ai pris R? Parce que j'avais pas de contrainte jusque-là, donc pour l'instant, a priori, je suis sur tout R, tel que h de x rentre dans R plus étoile, pour que ln puisse s'appliquer. Autrement dit, tel que h de x soit strictement positif. Or, h de x strictement positif, c'est 2x moins 3 strictement positif. Et donc, ça revient à dire x strictement supérieur à 3,5. Voilà, donc ça veut dire qu'à partir de cette étape-là, on est obligé de restreindre le x strictement supérieur à 3,5. Donc là, on en déduit que le domaine de définition de ln rond h, donc quand je cumule, donc là, j'en suis à là, donc déjà cette partie-là, je suis obligée de prendre x dans donc strictement plus grand que 3,5, donc 3,5 plus infini. Voilà, déjà dès cette étape-là, le domaine de définition, il est restreint. Donc maintenant, je vais piocher que dans ça. Et je vais voir si je dois restreindre encore. Donc maintenant, je vais essayer d'appliquer cosinus. Alors le domaine de définition de la fonction cos, c'est R, il n'y a pas de souci, défini partout. Donc on ne va pas changer, il n'y a pas de contrainte de plus, quoi. Enfin, il accepte tout le monde. Donc il va accepter tous les éléments de 3,5 plus infini, pas de souci. Donc du coup, quand je compose encore avec cosinus, pas de changement, 3,5 plus infini. Très bien. Maintenant, je prends la dernière fonction. Alors là, on a vu que le domaine de tangente, il était beaucoup plus tordu. Le domaine de tangente, rappelez-vous, c'était R privé de pi sur 2 plus kpi, avec k entier. Bon. Autrement dit, il définit sur tous les intervalles, là, on avait dit de pi sur 2 à 3 pi sur 2, etc. Bon. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait trouver les x dans 3,5 plus infini, tel que le cos de ln de h de x arrive dans le domaine de définition de tangente. Et là, on a un avantage, c'est que cosinus, il reçoit tout le monde, mais par contre, il ne renvoie que des images entre moins 1 et 1. Donc, je vais l'écrire. Donc, je vais dire or, quel que soit x appartenant à 3,5 plus l'infini, le cosinus de ln de h de x, donc autrement dit, tout ce qu'on avait fait jusque-là, est entre moins 1 et 1. Or, moins 1, c'est plus grand que moins pi sur 2, et 1, c'est plus petit que pi sur 2. C'est-à-dire que tout ça, c'est compris, d'ailleurs je peux mettre strict, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc c'est à l'intérieur d'un intervalle sur lequel tangente est parfaitement définie. Donc ça fait peur, mais en fait, on a fini. Donc, comme tangente est bien définie sur moins pi sur 2, pi sur 2, ça veut dire qu'en fait, elle est capable de recevoir toutes les images produites par ce qu'on a déjà fait. Mais du coup, le domaine de définition du tout, donc de f en fait, qui est tangente, rond cos, rond ln, rond h, mais du coup, il n'a pas changé. C'est 3,5 plus l'infini. Ils sont tous acceptables. Tous ces x-là vont donner à l'arrivée, quand on aura passé l'étape de cos, un truc entre moins 1 et 1, et donc tangente sera capable de l'accepter comme antécédent. Voilà, donc pas facile. Bon, c'est un exemple un peu costaud, hein, je préfère être parfaitement honnête. Ils ne sont pas tous aussi costauds. Mais comme c'est un exemple du cours, j'avais envie que ce soit un petit peu représentatif quand même de ce que vous pouvez rencontrer. Alors maintenant, un peu plus simple sans lettres. C'est-à-dire que ça a l'air plus simple, et puis on va voir que bon, il y a quand même un peu de travail en fait. Pour G. Donc G de X. Alors, je vais l'écrire déjà, je vais la reporter ici pour qu'on l'ait. Donc c'est moins 2x sur sinus pi sur 6x. Bon,
Alors là, cette fois, déjà, on identifie qu'on a un quotient. Alors, vous voyez que dès le départ, à chaque fois, j'essaye de voir est-ce que j'ai une composée, est-ce que j'ai un quotient, est-ce que j'ai une somme, est-ce que j'ai un produit, etc. Parce qu'évidemment, c'est ça qui peut influer après sur l'ensemble de définitions. Par exemple, quand j'ai un quotient comme là, automatiquement, je vais m'intéresser à ce qui peut annuler le dénominateur, puisque ça fait une valeur interdite. Voilà, donc justement, je vais appeler, alors on va l'appeler, j'en sais rien moi, k de x qui est au-dessus. Et au dénominateur, on va dire qu'on a sinus de m de x. Voilà, donc on a en fait une composée en dessous, hein, au dénominateur. On a k de x sur sinus rond m de x. Voilà, et on va définir tout ça. Donc avec k qui lui est la fonction qui a x associe moins 2x, bon, fonction parfaitement affine, elle est même linéaire, enfin, elle ne va pas poser problème. Et m, c'est la fonction qui a x associe pi sur 6x, qui elle aussi est une fonction linéaire, donc elles-mêmes toutes seules, elles ne vont pas poser beaucoup de problèmes. Alors justement, on va déjà s'intéresser à l'ensemble de définitions, enfin au domaine de définition du dénominateur, voir un petit peu. Le numérateur, lui, bon, pas de souci, hein, c'est R, donc pas de problème. Et pour le dénominateur, domaine de définition de M, c'est R aussi, mais, enfin non, il n'y a pas de mais en fait, puisque le domaine de définition de sinus, c'est R aussi, bon, donc il n'y a pas trop de problème. Du coup, on peut déduire déjà que sinus rond M, donc le dénominateur, pas de problème de définition. Bon, cependant, quand on va s'intéresser au quotient des deux, donc ça, c'est pour le numérateur, c'est pour le dénominateur, le quotient des deux va quand même poser un problème, c'est justement les valeurs interdites. Puisque on garde toujours donc les domaines de définition des deux fonctions qu'on divise, à l'exception des valeurs de x qui seraient des valeurs interdites. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à chercher, donc on cherche x tel que le dénominateur s'annule justement, donc tel que sinus de pi sur 6x égale à 0. Autrement dit, on est ramené à la résolution de cette équation. Bon, cela dit, on sait quand est-ce que le sinus s'annule. Rappelez-vous votre cercle trigo. Hein. Le sinus, c'est cet axe-là, c'est l'axe des ordonnées. Donc il s'annule quand on est ici, c'est-à-dire en 0 et en pi, et évidemment modulo de pi, tout ça. C'est 0, 2pi, 3pi, tous. Donc ça, on sait, nous, que ça revient à dire que pi sur 6x est soit égal à 0 plus 2kpi. Donc ça, c'est le cas où on est de ce côté. Ou bien, pi sur 6x, il vaut pi plus 2kpi. Alors, je vais mettre k', allez, parce que c'est pas forcément le même. Voilà, avec k' qui appartient à z, et ici, k qui appartient à z. Des entiers, bien sûr. Donc, bon, moi, je veux quand même déduire x. Donc, il faut multiplier par 6 et diviser par pi. Si je multiplie par 6, bon, le 0, il ne va rien changer. 2kpi fois 6, ça fait 12kpi. Et je divise par pi, donc 12k. Je divise par... oui, c'est ça. Oui. Donc 12k. Et pareil ici, je multiplie par 6 et je divise par pi. Donc, il va me rester 6 plus 12k prime. Donc toujours avec k et k prime entier, appartenant à z. Voilà, donc en fait, on s'aperçoit que les x qui vont poser problème sont les multiples de 12, puisque 12k, c'est tous les multiples de 12, et 12k' plus 6, c'est-à-dire les multiples de 12 plus 6. Donc ça y est, on a fini en fait, hein. C'est-à-dire que tous les autres sont bons, donc on prend tout R, sauf ceux-là, puisque c'est ceux qui annulent le dénominateur. Donc du coup, je peux en déduire que le domaine de définition de G est égal à R privé de 12... comment je peux vous l'écrire? Oui. 12K avec K appartenant à Z. Voilà. Mais union c'est simplement pour dire que je lui colle un autre ensemble.
Et aussi les 12k plus 6 avec k appartenant, alors on peut mettre des primes si vous voulez, et k prime appartenant à z. Voilà, donc en gros à R, j'enlève tous les multiples de 12 et les multiples de 12 plus 6. Voilà donc pour ces deux ensembles ces deux domaines de définition. Je vais juste mettre de la couleur pour qu'on s'y retrouve. Et voilà. Bon. Et il nous reste donc les deux autres questions. Alors, question B. Je suis en train de regarder la longueur. Parce qu'on a donc cosinus, on a aussi sinus, tangente. Oui. Allez, je vais traiter la B. Et la C, oui. On va tout faire comme ça. Dans la vidéo suivante, on fait propre, on reprend à la partie suivante. Alors, donc, dans la B, là, on doit résoudre des équations. Ça ressemble fortement à ce qu'on vient de faire. Sauf que on va se confronter à des cas un peu plus difficiles que 0. Voilà. Mais bon, c'est peut-être des choses que vous avez déjà, je pense quand même, que vous avez déjà rencontrées, peut-être plutôt en première, quand vous avez vraiment vu la trigo. Donc on doit résoudre cosinus de 3x égale moins racine de 3 sur 2. Alors la bonne technique, hein, entre guillemets, en tout cas quand c'est possible, parce que ça arrive que ça ne le soit pas, on y reviendra, c'est de détecter une valeur remarquable et de l'associer au cosinus d'un angle remarquable, justement. Donc, moins racine de 3 sur 2, il s'avère que c'est aussi le cosinus de 5pi sur 6. Donc, on a au final deux cosinus égaux. Qu'est-ce que ça signifie sur les réels, sur les angles? Eh bien, regardez, si je prends un angle θ, un réel θ, son cosinus, il est ici. Donc là, j'ai cos θ. Voilà. Eh bien, donc, dans quel cas je peux avoir le même cosinus? Soit si je suis égal au même angle, donc au même réel, ou bien si je suis en face ici. C'est-à-dire que si là j'étais à θ, là je suis à moins θ. Et c'est tout. Tous les autres n'ont pas le même cosinus. Pour un même cosinus, j'ai que deux points possibles sur le cercle. Donc de là, et c'est bien une équivalence, c'est parfaitement équivalent, on peut en déduire que 3x est égal à 5pi sur 6. Donc les angles entre eux, attention, hein, là moins racine de 3 sur 2 n'intervient plus. Hein. Ou bien 3x égale à moins 5pi sur 6. Donc là, évidemment, mon θ, je ne l'ai pas mis là où il y a 5pi sur 6. Hein. Normalement, vous, dans votre cas, on est là. Hein. Donc, on a justement le cosinus là et moins 5pi sur 6 ici. Voilà, j'ai laissé un peu de place, c'est volontaire de ma part, parce qu'attention, c'est toujours pareil, il y a toujours le modulo de pi, c'est-à-dire que c'est 5pi sur 6 plus 2kpi, puisqu'il y a éventuellement des tours possibles qui font une infinité de solutions. Si on ne met pas ce 2kpi ou ce 2k'pi, on perd l'infinité. On réduit les solutions à 2, alors au nombre de 2, alors qu'il y en a une infinité. Donc c'est important de bien penser à écrire à chaque fois cette modularité, ce modulo. D'autant plus que vous allez voir que lui aussi a un impact, reçoit va changer en fait au fur et à mesure de nos calculs. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc justement, moi je ne veux pas 3x, je veux exactement x, donc je vais devoir diviser par 3. Et c'est là qu'on va voir que ça change, les modulos. Juste, j'ai pas précisé avec k, alors j'ai enlevé ça. Donc k et k' appartenant à z, hein, bien sûr. Donc si je divise par 3, je divise tout par 3, puisque toute l'égalité se divise par 3. Donc 5pi sur 6 divisé par 3, ça me fait 5pi sur 18. Et le 2kpi devient 2kpi sur 3. Et ça a de l'importance, parce que ça veut dire que là, cette fois-ci, la solution d'après, elle n'est pas un tour après. Elle est 2pi sur 3 après. C'est-à-dire que je pose mon 5pi sur 18. Alors, je ne sais pas exactement où ça se trouve sur le cercle, mais bon, c'est 5pi sur 6 divisé par 3. Bon, il faudrait faire le calcul. Bon, bref, admettons que je le mette par là. Voilà, 5pi sur 18. Eh bien, ça veut dire que la solution suivante, elle est 2pi sur 3 plus loin. Autrement dit, quelque part, il faudrait faire le calcul. 2pi sur 3, oui, donc on arrive par là. Voilà. Etc. Et la suivante encore est 2pi sur 3 plus loin, etc. etc.
Donc il y a en fait 3 solutions par tour et plus une seule. Donc c'est important, ces histoires de modulo, parce que là, vous passez même pas que à côté de l'infinité, vous passez carrément à côté d'autres points qui sont aussi solutions. Voilà, et donc pour l'autre, même principe, moins 5pi sur 18 plus 2k' pi sur 3. Voilà, donc là on va noter les solutions. Alors là aussi, essayez de prendre l'habitude pour les notations, c'est pas évident au début quand on ne connaît pas, hein. Donc on a d'une part toutes les solutions du premier paquet, donc de la première famille, avec k appartenant à z. Et pour dire qu'il y a une autre famille, on met un U, comme tout à l'heure, je l'ai fait là, juste au-dessus. On colle en fait l'autre famille, pour dire que tout ça, ça forme l'ensemble des solutions. Donc là, genre moins 5pi sur 18 plus 2k' pi sur 3, avec k' appartenant à z. Voilà pour donc cet exemple-là. Après, on en a un avec tangente. Donc après, avec tangente, on vous dit tangente de x égale 1. Alors avec tangente, c'est plus délicat hein, de résoudre des équations. Alors là, ça fonctionne bien parce que c'est égal à 1, vous allez voir. Donc là, tout simplement, eh bien, vous basculez votre écriture de tangente en utilisant sa définition. Et donc ça signifie que vous avez sinus de 2x égale cosinus de 2x. Et là, vous avez vu que ça fonctionne bien, les égalités, enfin les équations, les égalités où il faut trouver l'inconnu, ça fonctionne bien quand on a deux fois le cos, enfin, c'est-à-dire cos égale cos. Ça peut aussi fonctionner pour sin égale sin, on le verra. Sin égale cos, direct en tout cas, brut, c'est plus compliqué. Donc souvent, en fait, on modifie, on utilise toutes les formules qu'on a vues là. Il y en a qui peuvent nous aider pour avoir que du cos ou que du sin. Alors notamment, on a vu que cosinus de a moins pi sur 2, c'est égal à sinus a. Donc si a c'est 2x, ça veut dire qu'à la place de sinus 2x, je peux écrire cosinus 2x moins pi sur 2. J'avais peut-être mis pi sur 2 moins 2x. Je vous l'ai mis dans l'autre sens dans le cours. Bon, ça revient même, hein, parce que le cosinus est pair. Donc on peut l'écrire dans un sens ou dans l'autre. Ça ne change rien. Mais bon, tant qu'à faire, je vais vous le mettre dans le même sens que la formule du cours. Donc pi sur 2 moins 2x égale cosinus de 2x. Et là, vous retrouvez dans la même situation, exactement la même que celle qui était juste au-dessus. C'est-à-dire que j'ai un cos égale un cos. Et donc dans ce cas-là, on a dit, soit les angles sont égaux, je vais écrire là la suite, donc soit pi sur 2 égaux à 2pi près 1, égale 2x, donc modulo de pi, c'est-à-dire j'ai toujours le 2k pi qui traîne, ou bien pi sur 2 moins 2x est égal à moins 2x plus 2k' pi. J'ai utilisé exactement le même raisonnement. Et après, eh bien, il faut résoudre chacune de ces petites équations, sachant que l'inconnu c'est x. Hein. Donc là, ça me fait moins 4x égale moins pi sur 2 plus 2k pi. Autrement dit, x égale, je divise tout par moins 4, donc pi sur 8, moins k pi sur 2. Alors le moins, là, ne change rien, parce qu'en fait, k est relatif, et positif ou négatif, donc vu qu'on va passer en revue toutes les valeurs de z pour k, mettre un moins ou un plus, à l'arrivée, ça fera la même infinité de solutions, hein, ce sera les mêmes. Mais bon, laissons comme ça, puisque le calcul a donné ça. Donc avec k, évidemment, appartenant à z, hein, et k' aussi. Et là, on se rend compte que les moins 2x se compensent, donc on va avoir pi sur 2 égale 2k' pi, ce qui n'est pas possible, puisque k est un entier. Donc ça, impossible. Du coup, il ne nous reste plus que ce qui est là. Donc là aussi, on peut écrire comme solution j'étais juste en train de réfléchir. Parce que bon, il faut quand même vérifier normalement dans vos solutions. J'aurais dû l'écrire dès le départ quand on a utilisé cette équivalence. La tangente, il faut quand même qu'elle soit définie.
Donc attention, hein, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de définir toujours les fonctions avant de les utiliser. Là, ça n'a pas été fait dans l'exercice. Tangente 2x est définie, donc vous vous rappelez, tangente est définie que si x est différent de pi sur 2 plus kpi. Donc ici, c'est pas x, c'est 2x. Donc là, défini pour 2x différent de pi sur 2 plus kpi. Autrement dit, x différent, on divise par 2, de pi sur 4 plus kpi sur 2. Voilà. Et en fait, les pi sur 4 plus kpi sur 2, il n'y en a aucun qui tombe sur un pi sur 8, sur donc, une des solutions qu'on a trouvées. Donc toutes nos solutions sont recevables. Aucune ne fait partie des valeurs interdites de tangente. Voilà. Parce qu'en fait, cette équivalence, bon ça on y reviendra aussi plus en détail en classe, cette équivalence justement n'est valable que si j'exclus les valeurs interdites. Parce que sinon, je peux aller dans un sens mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que de là vers là, j'ai une division à faire que je ne peux faire que si le cosinus ne s'annule pas. Donc que si j'ai éliminé les valeurs interdites dès le départ. Sinon, ça ne peut pas être une équivalence. Voilà. C'est pour ça que normalement, on est obligé de bien préciser l'ensemble des définitions au départ, en tout cas quand il y a des soucis comme pour la tangente. Bon, pour cosinus, évidemment, on n'a pas ce problème, puisqu'il est défini sur tout R. Bon, bref, donc tout ce qu'on a trouvé est bien solution, et donc on peut en déduire que l'ensemble des solutions est justement les pi sur 8 plus kpi sur 2. J'ai mis plus au lieu de moins pour les raisons que je vous ai déjà indiquées, mais vous pouvez laisser moins si vous préférez. Ça ne change pas l'ensemble des solutions. Voilà, et il nous en reste un, donc sinus 4x, qui est du même genre. Donc je vais le faire là. Alors c'est le petit c, non c'est pas le c, on est toujours dans le b. Donc sinus 4x qui est égal à moins 1,5. Donc même idée, là, il faut l'écrire comme un sinus pour avoir sinus égale sinus. Donc moins 1,5 c'est aussi sinus de moins pi sur 6. Et quand on a deux sinus égaux, on n'a pas encore rencontré le cas. Là, pour le coup, donc un même sinus, il peut convenir aussi à seulement 2 points maximum image. Donc je vais avoir alpha d'un côté, admettons, et l'autre côté, en fait, on l'a déjà rencontré tout à l'heure, c'est pi moins alpha. Donc là, attention, il ne suffit pas de prendre un angle et son opposé, hein, il faut prendre pi moins l'angle. Autrement dit, un des angles associés. C'est toujours un petit peu plus tordu que sinus qu'avec cosinus. Bon, donc ça signifie que 4x est soit égal modulo de pi à moins pi sur 6, soit à pi moins pi sur 6. Et toujours modulo de pi. Donc avec k et k' entier, c'est-à-dire appartenant à z. Ensuite, on divise tout par 4. Bon, je vais un petit peu plus vite parce que le principe est le même. Hein. Voilà. Et x égale, donc là, pi moins pi sur 6, ça faisait 7 pi sur 6. Donc si je divise par 4, on est à 7 pi sur 24. Jusqu'à prime pi sur 2. Voilà. Et donc, on a nos solutions. L'ensemble de nos solutions, c'est donc les moins pi sur 24 plus k pi sur 2 avec k appartenant à z, union les 7 pi sur 24 plus k' pi sur 2 avec k' appartenant à z. Voilà, bon. Ensuite, le C, pour terminer cette vidéo. Donc on nous demande l'ensemble image tangente, donc l'ensemble image de l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 3 par la fonction tangente. Bon. Là, déjà, on est bien sur un intervalle de définition de tangente, puisqu'on est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et rappelez-vous, là, la courbe peut vous servir. La courbe était comme ça. Donc, on a une fonction qui est strictement croissante, ce qui veut dire que, tout simplement, parce que je vous rappelle que tangente de cet intervalle, ça veut dire l'ensemble des images qui sont prises sur cet intervalle. Hein. C'est-à-dire qu'on se place entre moins pi sur 6 et pi sur 3, et on veut savoir, en ordonnée, quelles sont toutes les images qui sont prises.
Donc là, justement, on se rend compte que comme elle est croissante, ben, finalement, on va partir, la plus petite image, c'est la première, et la plus grande, c'est la dernière, et elles sont toutes prises entre les deux. On a tout ça. Donc on va aller de la tangente de moins pi sur 6 à la tangente de pi sur 3. Il n'y a pas de grand raisonnement. Là, on utilise la croissance directement de la fonction tangente. Même si on ne l'a pas vraiment démontré, on l'a tracé tout à l'heure. Et ça, la démonstration viendra. Tangente est strictement croissante sur moins pi sur 6, pi sur 3. Donc, ah oui, et continue, hein, bien sûr. Le fait qu'elle soit continue, ça nous assure qu'elle va prendre toutes les valeurs entre la première image et la dernière. Voilà, donc on peut en déduire que tangente de l'intervalle, c'est égal à l'intervalle des images dans le même ordre. Donc tangente de moins pi sur 6 jusqu'à tangente de pi sur 3. Donc après, il suffit de les calculer. Tangente de pi sur 3, vous l'avez dans votre tableau de valeurs remarquables, et vos racines de 3. Mais bon, ça se recalcule sinon. Et tangente moins pi sur 6, bah, sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1,5. Cosinus de moins pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. L'autre, pareil, on peut la recalculer si on le veut. Voilà. Et donc, on récupère moins 1 sur racine de 3, racine de 3. Voilà, donc l'ensemble des images de cet intervalle, c'est l'intervalle, moins 1 sur racine de 3, pardon, jusqu'à racine de 3. On a laissé les mêmes crochets, puisque, enfin encore une fois, le fait qu'elle soit croissante évite tout raisonnement. Hein, là, on garde le même format. Bon, et enfin, donc, l'image réciproque, cette fois-ci, par sinus de l'ensemble moins 1,5, du singleton moins 1,5, il n'y a que moins 1,5. Alors déjà, on va rappeler ce que c'est, parce que le petit moins 1, là, ça peut en arrêter plus d'un. J'ai déjà expliqué dans le chapitre précédent, mais bon, je vais quand même réexpliquer. En gros, donc, ce sont tous les antécédents qui mènent à l'ensemble qu'on vous propose. Alors, c'est pas moins 1,5, pardon, c'est 1,5. Donc, en gros, tous les antécédents d'1,5, on vous demande par la fonction sinus. Donc, c'est l'ensemble des x réels tels que sinus de x égale 1,5. Il n'y a que 1,5 là dans l'ensemble, donc en fait c'est assez simple. Hein. Donc ça revient encore une fois à résoudre une équation. Et donc quand est-ce qu'on a 1,5 comme sinus? Quand x vaut pi sur 6, ou bien celui qui est en face par rapport aux ordonnées, 5 pi sur 6. Et évidemment tout ça c'est modulo de pi. Hein. Donc x appartenant à R tel que x égale pi sur 6 modulo 2 pi ou 5 pi sur 6 modulo 2 pi. Autrement dit, si on l'écrit bon, en fait, je suis en train de me dire que vous avez déjà tout, hein, mais bon. Sinon, oui, on peut l'écrire donc comme tout à l'heure, c'est-à-dire pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à z. Union, le ou, hein, on va se retrouver dans l'union. Union 5 pi sur 6 plus 2k' pi avec k' appartenant à z. Voilà, voilà. Bon, ça fait beaucoup de choses. C'est un petit peu long, hein, désolé. Bon, vous verrez que souvent, je fais jamais un cours complet, en fait, comme ça. Souvent, c'est des morceaux, donc c'est un peu plus rapide. Là, c'est exceptionnel, c'est le début de l'année. Donc, vous en avez un peu plus. Mais cela dit, j'espère que ça a été quand même suffisamment clair. Et que s'il y a des questions, vous n'hésiterez pas à les poser, que ça serve aussi aux autres, ça ne sera pas du tout inutile. Mais que bon, globalement quand même, c'était assez clair. Voilà, et je vous invite à aller voir, aller écouter donc la vidéo suivante pour avoir la fin, qui est intéressante aussi, puisque justement, excusez-moi, parce que je lis quelque chose en même temps, puisque justement, après, on va aborder les autres propriétés, à savoir la dérivation, les autres formules, et dans tout ça, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, donc ça va être intéressant d'avoir une vidéo et pas juste des écrits. Voilà. En tout cas, merci pour votre patience, votre écoute, et j'espère que ça aura été assez clair. Merci à vous, à bientôt.